Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors dans cette vidéo, on va continuer à découvrir les interventions chez les particuliers et le matériel que l'on y trouve. Donc là, j'interviens chez un client pour faire l'entretien d'une chaudière et d'un brûleur fuel. La chaudière, donc c'est le modèle Resana Combi 3 qui date de 2002. Donc la chaudière a quasiment 18 ans et c'est de la marque Riello. On voit que la puissance thermique utile de la chaudière est de 23,9 kW. Donc elle fait le chauffage, mais aussi on peut voir qu'il y a un préparateur d'eau chaude sanitaire, puissance absorbée 26,45 kW, débit spécifique 590 litres/heure, contenance du ballon 100 litres. Et le brûleur, c'est un Riello 40 G3 Millennium. Sur cette photo, on peut voir l'allure générale de la chaudière. Donc là, il y a tous les capots sur la chaudière et sur le brûleur. Donc sur cette photo, on peut voir que le brûleur est raccordé sur le pot fuel là, et on peut voir que c'est un monotube. On peut voir que la chaudière est vraiment collée au mur. Donc c'est pas bon du tout ça, parce que derrière ils ont mis certaines pièces et si tu dois les changer, par exemple pour un dépannage, ça va être méga la misère. Mais on verra sur la documentation ce qu'ils préconisent sur l'installation, si c'est marqué dessus. En haut de la chaudière, on peut voir la pompe des pare-chauffages et on peut voir à droite la pièce que l'on a vue dans la vidéo précédente qui est un clapet anti-thermosiphon. Alors derrière la chaudière, l'installateur, celui qui a fait les travaux, il a mis qui ressemble à une soupape avec un mano dessus. Donc là, le jour où la soupape fuit, le jour où il faut la changer, j'ai envie de dire bon courage. Là on voit que la chaudière est collée contre le mur et pour y passer une clé, donc dévisser pour enlever la soupape et la remonter, ça va être hyper compliqué. À mon avis, il aurait dû décaler tout ça et le mettre accessible à l'extérieur de la chaudière. Parce que là, la chaudière, elle est pleine en eau et en plus, il y a un préparateur de chaude sanitaire. Donc là, la chaudière, tu la bougeras pas là. Peut-être qu'elle est vide. Lorsqu'elle était vide pendant les travaux, on pouvait un peu la bouger, mais là, c'est fini. Sinon, il faut tout vider. Donc pour faire l'entretien de la chaudière, il faut ouvrir la porte de la chaudière pour accéder au foyer. Donc soit on laisse le brûleur dessus, soit on l'enlève. Dans ce cas-là, j'ai décidé de l'enlever. Donc là, j'ai enlevé la plaque avant et voilà à quoi ressemble la chaudière. Et en haut, on peut percevoir l'isolant du préparateur de chaude sanitaire. Donc là, on peut voir un purgeur automatique en point haut. Donc ça, c'est l'entrée de l'échangeur, hein. Donc ça c'est l'eau de chauffage, là, le primaire qui passe en haut et le retour doit être en bas. Ça on le verra probablement dans la documentation de la chaudière, plus tard dans la vidéo. Et donc là je viens d'ouvrir entièrement la porte de la chaudière. Donc là maintenant j'ai accès au foyer. Donc là la porte de la chaudière est ouverte et on peut voir le monstre. Donc on voit que sur les chaudières fuel, il y a une grande variété d'échangeurs et une grande variété de foyers. Donc là on peut voir quand même qu'il y a un peu de dépôt en bas et que dans les parcours là des fumées, on peut voir qu'il y a de la suie. Donc là il va falloir que je passe aspirateur, qu'avec les brosses que j'ai, j'en passe un coup à l'intérieur. Mais on voit quand même qu'en haut là les trous, ça nécessite quand même des brosses relativement spécifiques pour pouvoir faire un travail correct. Et sur la photo en haut du foyer, on peut voir une sorte de super doigt de gant. On voit qu'il y en a 5 et dedans il doit y avoir le capteur de température de la chaudière ainsi que le thermostat de sécurité surchauffe et on dirait qu'il y a aussi un thermomètre à aiguille. Donc ça on le verra plus tard dans la documentation je pense. Alors je ne me souviens plus si j'avais accès à la documentation chez le client. Donc j'ai trouvé sur internet la documentation de la chaudière. En tout cas c'est une documentation qui s'approche beaucoup de cette chaudière là. Donc la chaudière en fonte Riello Resana Combi avec chambre de combustion horizontale sont des générateurs d'eau chaude à haut rendement pour le chauffage d'ambiance ainsi que pour la production d'eau chaude sanitaire. Sur cette photo, on peut voir de quoi est constituée cette chaudière. Donc là en bas ici on a le brûleur. Par ici, sauf qu'on n'a pas la même vue. Et en haut, on a le préparateur de chaude sanitaire. Et là, on voit l'intérieur avec l'échangeur. Donc, on a plein de petites indications. Donc, en 1, on a l'entrée d'eau froide. Donc, l'entrée d'eau froide se fait ici, dans le tube plongeur. Et l'eau froide va tout en bas. On voit qu'en 2, on a la recirculation ici, là. Donc ça, c'est la boucle de recyclage ECS. Si on veut en mettre une, si la maison est très grande, c'est-à-dire si le point de puisage d'eau chaude est très loin, et donc pour avoir de l'eau chaude instantanément au robinet lorsque tu l'ouvres, il faut rajouter une boucle de recyclage ECS avec la pompe qui va bien. Alors sur ce préparateur d'eau ECS, ils ont prévu le raccordement ici. On voit qu'en 3, ici, on a la sortie d'eau chaude. Donc l'eau chaude part bien en haut.
Et donc tant que j'y suis ici, donc là c'est l'échangeur, donc qui vient l'eau voilà, du primaire de la chaudière, donc c'est l'eau de chauffage, hein, pour chauffer l'eau qui est dans le préparateur de chaux sanitaire. Donc c'est le 4. Le 4 c'est le serpentin, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc après en 5 on a le circulateur du ballon. Donc oui, il faut que l'eau de la chaudière circule dans le serpentin pour pouvoir échanger les calories avec le chaude sanitaire, quoi, pour chauffer l'eau froide en eau chaude. Donc le circulateur est ici. En 6 on a un clapet anti-retour qui est ici, toujours sur le circuit qui sert à faire de l'eau chaude sanitaire. En 7, qu'est-ce que l'on a? Robinet, vidange, chaudière. Lui, on le verra sûrement sur la photo plus tard. En 9, doigt de gant, bulbe, sonde. Donc là, c'est ce que j'ai montré précédemment. Là. En 10, on a l'isolation du ballon. En 11, on a le robinet de vidange du ballon. En 12, on a le départ chauffage. En 13, on a la buse de fumée. Donc ça, c'est la sortie chaudière au niveau des gaz de combustion. Quoi, des produits de la combustion, comme ils disent. En 14, on a la chambre de combustion. En 15, on a le retour chauffage, ici. En 16, on a l'habillage de la chaudière. Et en 17, on a le brûleur. Et probablement qu'en haut, on doit avoir une trappe de visite du préparateur ECS. Donc quelques informations complémentaires sur les caractéristiques de la chaudière. Donc moi, j'ai la Resana Combi 3. Donc combustible, fuel. Type d'appareil B23, donc ça c'est le conduit de cheminée. Puissance max, puissance thermique au foyer, donc maximum c'est 26,5 kW. Puissance thermique utile max c'est 23,9 kW. Rendement utile à puissance nominale max 90%. Alors on a les pertes de charge, ok. Le CO2, donc ça c'est au niveau de la combustion qui va être recherché, c'est d'avoir 12,5% de CO2. Température maxi d'exploitation 82 degrés. Température retour mini admise 40 degrés Celsius. Donc ça c'est pour éviter que on condense dans la chaudière, comme on l'a vu dans d'autres vidéos précédemment. La contenance en eau de la chaudière 13,7 litres d'eau, 5 turbulateurs. Pression foyer 0,13 millibar. Volume foyer 16 m3. Surface d'échange total 0,93 m². Donc au niveau du ballon du préparateur de chaux sanitaire, on sait que c'est un ballon émaillé. Disposition du ballon vertical, l'échangeur est vertical. Contenance sanitaire 100 litres. Contenance eau serpentin 4,75 litres. Surface d'échange 0,85 m², ok. Puissance d'échangeur 23,60 kW. Production avec un delta T de 35 degrés Celsius, 580 litres heure. Donc après on a le prélèvement en 10. Je sais pas si c'est 10 minutes ou des secondes. Ouais, je pense que c'est 10 minutes. Hein. Avec eau sanitaire à 60 degrés Celsius. On voit qu'il y a marqué 210 litres. Là il y a un petit astérisque. Pour des paramètres avec 0% d'O2 dans les produits de la combustion et avec pression atmosphérique au niveau de la mer. C'est pas clair ça. Pression maxi d'exploitation sanitaire, 7 bars, c'est-à-dire c'est la valeur de soupape qu'il y a sur le chaux sanitaire. Donc toujours dans la documentation, on nous montre un petit zoom sur la partie haute du ballon. Donc on voit qu'ici on peut diviser, donc c'est probablement la trappe de visite. Mais bon, si tu dois aspirer tous les dépôts, toute la merde qui est en bas du ballon, je vois pas trop comment tu peux faire là, pour aller chercher les dépôts qui est en bas. Donc là on a EF, eau froide sanitaire, eau chaude, donc c'est l'eau chaude sanitaire, et RC, donc là on va mettre le tuyau de retour de la boucle CS. Ici on a le 4 et le 5, donc ça a l'air d'être un doigt de gant. Le 4 et le 5, donc le 4 c'est la sonde thermomètre ballon, et le 5 c'est la sonde thermostat réglage ballon. Ouais, alors je sais pas pourquoi il parle de sonde là, hein, parce qu'un thermostat c'est pas une sonde. Hein. Un thermostat c'est mécanique et une sonde c'est électronique. Et là on voit en 1, 2 et 3 la sonde thermostat chaudière, la sonde thermostat de sécurité, la sonde thermostat chaudière. Ouais, donc là il y a une erreur là. Ça c'est les Italiens, sûrement en traduction italien-français. Mais là il y a un thermostat de sécurité, donc le terme sonde il dégage. Et là c'est probablement la sonde de la chaudière, donc il n'y a pas besoin de thermostat. Et là il y a le thermomètre de la chaudière, donc thermomètre à bulbe, donc c'est pas une sonde. Hein. Car comme j'ai dit, une sonde, c'est une résistance qui varie. Donc on y passe une tension dedans. Alors qu'un thermostat, il y a stat, et c'est tout ce qui est mécanique. Thermostat, aquastat, débistat, pressostat, ça c'est mécanique. Donc ça c'est une erreur de la documentation. Donc là après on a le EMI, ici EMI c'est le départ installation, donc départ chauffage. RI, retour installation, donc c'est le retour chauffage. Donc là après il y avait le F, le RC et le EC. Donc là au moins que cette documentation là, tu vois une tuyau qui sort de la chaudière, si tu sais pas à quoi il sert, tu regardes et tu as la réponse. Pareil pour tout ce qu'il y a au niveau des différents doigts de gant. Donc là on a le schéma électrique fonctionnel de la chaudière. Donc la fiche européenne, phase, nœud, T1, T2, S3, P4. On voit qu'en T1, T2, ils ont fait un shunt. Ouais, c'est-à-dire qu'ils envoient l'alimentation sur le brûleur, il démarre.
il coupe l'alimentation du brûleur, il s'éteint. Parce que si on suit L1 ici, là, on voit qu'on passe sur TS, thermostat de sécurité à rarement manuel, ok. On passe ici, on passe là, on passe ici, on passe là. Ouais, après je sais pas trop où on va là. Mais on voit que TNT2 n'est pas utilisé, donc ça peut être que ça. Et donc, ouais, il n'est pas utilisé, ils ont fait un pont. Théoriquement c'est sur TNT2 qu'on branche l'Aquasta limiteur. Donc si la consigne n'est pas atteinte, le brûleur démarre. Si la consigne est atteinte, le brûleur s'arrête. Donc là, ils n'ont pas fait ça. Donc qu'est-ce que l'on a là? On a TL. TL c'est le thermostat limiteur, donc c'est lui qui doit sûrement contrôler la marche arrêt du brûleur. D'ailleurs TL, je vois que ça passe ici, je vois que ça passe là, ouais c'est pas évident à lire, hein. Les schémas multifilaires, c'est un peu la merde. Comme il n'y a pas de couleur, on se perd vite. Donc après on a le TR, thermostat de chaudière, le TS ici, thermostat de sécurité à réarmement manuel 100 degrés Celsius, on dirait avec un différentiel de 6 Kelvin. Donc il coupe à 100 et il repart à 94 degrés Celsius. Le TB, thermostat du ballon, donc ça c'est pour chaud sanitaire, il se règle jusqu'à 70 degrés Celsius avec un différentiel de 3 Kelvin. Ici on a comme EI, c'est quoi? Sélecteur été-hiver, donc hiver pour avoir le chauffage et l'eau chaude sanitaire, et l'été juste pour avoir l'eau chaude sanitaire, c'est-à-dire la marche du préparateur ECS. Là on a comme G, sélecteur de fonction, LV, signal d'alimentation électrique, donc ça doit être le voyant vert, hein, quand la chaudière est alimentée, et le LR, signal de blocage du brûleur avec ici un fusible. Il passe là. D'accord, donc suivant la position du sélecteur, ça part là-dedans, ok. Donc eux, ce qu'ils appellent le TL, là, le thermostat limite, là, en réalité, je vois qu'il y a marqué 90 degrés, là. Donc il y a le thermostat ici, là, TS de sécurité, donc le thermostat de surchauffe, et un thermostat limite qui coupe à 90 degrés, et un thermostat de régulation. Pour la chaudière, pour le chauffage, marche arrêt suivant la température de l'eau de la chaudière, du primaire, et un thermostat, TB, thermostat pour le ballon, pour l'eau chaude sanitaire. Donc, ok pour ça. Donc là, dans la documentation, on a le pupitre de commande. Donc si je zoome dessus, donc en 1 ici, on a le sélecteur de fonction. Donc le 1 c'est arrêt, le 2 c'est marche, le 3 ne pas utiliser, le 4 c'est sélecteur du mode automatique. Donc pour le 2 ils disent que c'est la position manuelle dans le cas d'utilisation d'une thermorégulation. Et pour le 4, sélecteur du mode automatique, ne sélectionner qu'en cas d'utilisation du kit thermorégulation. Et pour le 2, marche, donc 2 étoiles, position manuelle dans le cas d'utilisation d'une thermorégulation. Donc là on est ici, donc là on voit qu'on est sur 2 en marche. Après ici en 2, on a le thermomètre de la chaudière, il montre la température de l'eau de chauffage. En 3, on a le thermostat de la chaudière, il permet de régler la valeur de température de l'eau de chauffage. En 4 ici, on a le signal d'alimentation électrique, vert. Le voyant s'allume pour indiquer la présence d'alimentation électrique. En 5, on a le signal de blocage du brûleur, couleur rouge. Le voyant s'allume en cas de blocage du brûleur, donc en cas de défaut brûleur. En 6, ici, là, on a le sélecteur été, donc c'est 1, hiver c'est 2. En 7, c'est le thermomètre du ballon. Il indique la température de l'eau sanitaire. En 8, on a le bouton de réarmement manuel du thermostat de sécurité. Donc il faut faire un quart de tour, le diviser, le petit bouchon. Puis on a la languette qui doit sortir, il faut appuyer dessus pour le réarmer. Il permet de réactiver le groupe thermique. Donc c'est comme ça qu'ils appellent la chaudière. Après l'intervention du thermostat de sécurité, on peut l'atteindre en divisant le bouchon de protection. Et après, en 9, on a le thermostat du ballon. Il permet de régler la température de l'eau sanitaire. Donc on remarquera que c'est pas gradué, hein. Après, il faut faire la correspondance entre la position ici, là, et après la température qui est ici. Et en 10, on a des indications fonctionnelles. Donc voilà pour cette partie-là de la documentation. Alors dans la documentation, on a aussi une partie raccordement hydraulique. À noter que sur la partie installation, ils ne précisent pas exactement les codes qu'il faut laisser à l'arrière de la machine. Ils disent juste qu'il faut laisser la place pour pouvoir effectuer des interventions de maintenance. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est au niveau des raccordements hydrauliques, c'est de voir un petit peu les diamètres des tuyaux qu'il faut y mettre sur cette chaudière. Donc les groupes thermiques, Riello, Resana, Combi, NM sont conçus et réalisés pour être montés dans les installations de chauffage ainsi que pour la production d'eau chaude sanitaire. Donc là on voit que le départ chauffage MI qui est derrière la chaudière, on est sur du 1 pouce 1 quart femelle. Le retour chauffage 1 pouce 1 quart femelle. L'entrée au froid sanitaire qui est ici, là, donc c'est en haut du ballon, c'est du 3 quarts de pouce mâle. Pour la recirculation, donc le boucage ECS RC, on est sur du 3 quarts de pouce femelle. Et sur la sortie d'eau chaude sanitaire EC, on est sur du 3 quarts de pouce mâle. Voilà. Et puis ici, là, c'est la buse de la chaudière où sortent les fumées.
Et là, très intéressant pour réviser le schéma de principe, installation pour chauffage et production d'eau sanitaire. Donc qu'est-ce que l'on a là? On a en 1 la chaudière. Donc la chaudière, c'est la partie basse de l'ensemble, ce qu'ils appellent le groupe thermique. Donc en 1, la chaudière. En 2, collecteur d'installation. Donc ici, on a les 2 collecteurs. Donc départ chauffage, retour chauffage. En 3, on a les vannes d'arrêt. Donc tout ça là, tout ce qui est vanne, pour eux, ils appellent ça des vannes d'arrêt. Ok. Donc nous, on dirait plutôt vannes d'isolement en France. En 4, circulateur installation. Donc les circulateurs. Donc ça, c'est des départs chauffage. Là, ils en ont fait 3 avec 3 circulateurs différents. Donc 3 départs chauffage autonomes. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut rajouter une régulation et chaque régulation contrôle une pompe, donc une zone. Ici, là, on voit un circulateur aussi. Et là, le 17, on le verra plus tard. Donc là aussi, ça, c'est la pompe de bouclage sur l'eau chaude sanitaire. Ok. En 5, les clapets de non-retour. Donc les clapets anti-retour. Là, on les voit, 5 clapets anti-retour. Clapet anti-retour ici. D'accord. Purgeur automatique en 6. Donc là, il y a un purgeur automatique. C'est le chauffage ici, ouais. En 7, soupape sécurité chaudière. Le 7, il est où? La soupape sécurité chaudière, donc là on est sur le chauffage, ok. 8, robinet vidange chaudière. Donc le 8, il est ici, robinet vidange chaudière, sous la chaudière. En 9, on a la soupape sécurité ballon. Donc ça, c'est la soupape sur le CS. En 9, la soupape sur le CS est ici. Donc là, on voit qu'on a l'arrivée d'eau froide qui va dans le ballon d'eau chaude sanitaire. On voit que là, il y a un piquage, il y a un vase d'expansion sur le sanitaire. En 6, on a un purgeur automatique. Je sais pas pourquoi ils ont mis un purgeur là. Ça sert à rien sur le circuit d'eau chaude sanitaire. Et en 9, il y a la soupape qui doit être à cette barre. Au-delà de cette barre, ça s'ouvre, ça va à l'égout. Donc je dis que le purgeur sert à rien parce qu'il suffit juste d'ouvrir le robinet pour purger. À moins que le purgeur se trouve en haut du ballon, pourquoi pas. Et encore c'est rien parce qu'il y a le départ de chaude sanitaire. Donc il suffit juste d'ouvrir le robinet, ça dégaze comme ça, quoi, ça purge l'air comme ça. Donc après, donc en 12, on a le ballon. Donc après la soupape de sécurité ballon, en 9, on a le remplissage installation, donc le disconnecteur, en 10. Donc ça c'est pour remplir le circuit de chauffage, donc vanne d'isolement. En 15, ils ont mis un filtre adoucisseur. En 10, on a le disconnecteur. Vanne d'isolement, donc amont aval, c'est bien. Et après, on remplit le réseau de chauffage par le retour. En 11, le vase d'expansion de l'installation. Donc ça, c'est le vase d'expansion sur le chauffage. En 12, on a le ballon de chaude sanitaire. En 13, robinet vidange ballon. Donc c'est pour vidanger le ballon ECS. En 14, on a le vase d'expansion sanitaire qui est ici. Donc en 15, le filtre adoucisseur. Ils mettent un filtre adoucisseur sur l'eau pour le remplissage du chauffage, du circuit de chauffage. En 16, réducteur de pression, ouais, sur le chaud sanitaire. Ouais, parce que ça sert à rien si on a un réseau de ville, je sais pas moi, à 5-6 bars, voire plus, ça sert à rien de mettre autant de pression. Hein. Il vaut mieux limiter la pression à 3 bars maximum, ça économise un peu le matériel, j'ai envie de dire. Puis ça permet aussi de faire des économies d'eau lorsqu'on ouvre le robinet. Et après on a la pompe anti-condensation 17. Donc là ils ont rajouté une pompe là. Donc là on a le départ chauffage. Ici, on a le retour chauffage et là, ils ont mis une pompe anti-condensation. Donc, on avait vu dans les vidéos précédentes, à l'époque, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient une vanne 4 voies. Donc là, ils n'ont pas mis une vanne 4 voies, ils ont mis une pompe. Donc, on le verra plus tard dans la documentation, mais lorsque la chaudière est froide, il faut faire un automatisme qui fait que la pompe démarre pendant plusieurs minutes, le temps que la température monte dans la chaudière. Et quand la chaudière est à température, la pompe doit s'arrêter. Leur truc, c'est un peu bizarre. Voilà, mais en principe, on met plutôt une vanne 4 voies, comme ça, il n'y a pas de souci, hein, il suffit juste de bien la régler. Mais bon, ça, c'était à l'époque. Hein. Donc là, c'est comme ça qu'ils gèrent le truc. Chez Riello, c'est qu'une pompe anti-condensation. Donc après, ils précisent que les installations chargées d'antigel exigent qu'on emploie des disconnecteurs hydrauliques. Alors en France, c'est sûr, mais même s'il n'y en a pas, en France, c'est obligatoire. Le choix et l'installation des composants de l'installation sont laissés à la compétence de l'installateur, qui devra opérer selon les règles de la bonne technique et les normes en vigueur. Et en plus, je rajouterai que quand un réseau d'eau glycolée, il est interdit de le rejeter à l'égout, parce que le glycol, c'est toxique pour l'environnement. Donc voilà pour ce petit schéma de principe pour une installation de chauffage et production d'eau sanitaire chez un particulier. Alors, il y a une partie là sur la documentation qui parle de la pompe anti-condensation. Donc on le voit, donc ça c'est l'aller. Là ils ont mis leur pompe anti-condensation qui va sur le retour. Donc c'est quoi ce truc? Alors afin d'éviter tout endommagement de la chaudière pendant les phases transitoires et avant la mise en régime de l'installation, il est indispensable d'employer une pompe anti-condensation. Donc il marque que c'est indispensable. Sur l'installation que l'on a pu voir là, il n'y a pas de pompe anti-condensation. Je ne l'ai pas vu en tout cas. C'est un départ chauffage direct. Cette pompe doit assurer pendant les périodes de fonctionnement de l'installation un débit compris entre 20 et 30% du débit total.
une température de l'eau de retour non inférieure à 40 degrés et doit s'arrêter avec un retard d'au moins 3 minutes au début de période prolongée d'arrêt du groupe thermique, arrêt nocturne, total, week-end, etc. Pour mesurer la température effective de retour de l'installation dans le but de commander la pompe anti-condensation ou pour gérer les fonctions de mise en régime dans des systèmes de thermorégulation, il est nécessaire de prévoir un doigt de gant pour sonde à positionner à 3 à 5 diamètres du tuyau de retour avant, en amont, le point de raccordement hydraulique. Donc là on la voit, là, la sonde de température, j'ai l'impression c'est celle-là, ici, là, de 3 à 5 diamètres. D'éventuels appareils thermorégulateurs extérieurs au tableau de commande de la chaudière doivent être compatibles à la fois pour les raccordements électriques et la logique fonctionnelle. Donc en plus j'ai l'impression que le régulateur qui va sur la chaudière n'est pas capable de gérer ça, qu'il faut rajouter un dispositif en plus. Donc maintenant, sur la documentation, on va voir ce qu'il faut faire au niveau du nettoyage de la chaudière. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le nettoyage du groupe thermique et l'élimination des dépôts carbonés des surfaces d'échange sont des opérations qui doivent être effectuées au moins une fois par an. C'est une condition essentielle pour la durée de la chaudière, la durée de vie et pour le maintien des performances, économie des consommations. Avant de commencer les opérations de maintenance, positionnez l'interrupteur général de l'installation sur arrêt et le sélecteur principal du tableau de commande sur 1 qui est l'arrêt. Fermez les robinets d'alimentation du combustible. Donc là on nous dit déjà extérieur, on peut nettoyer l'habillage extérieur du groupe thermique avec des chiffons humectés d'eau et de savon. En cas de tache tenace, humectez le chiffon d'un mélange à 50% d'eau et d'alcool dénaturé ou des produits spécifiques. Une fois le nettoyage terminé, séchez soigneusement le groupe thermique. Ne pas utiliser d'éponges imbibées de produits abrasifs ou de détergents en poudre. Donc en 1 et 2 ici, là on a les panneaux d'habillage. Pour accéder facilement aux parties intérieures, retirez les panneaux avant 1 et 2 de l'habillage. Ça c'est bon. Et après il faut diviser les 4 écrous de fixation en 2 là. 1, 2, 3, 4. Donc ce qui permet d'extraire la porte avant 3. Donc on peut après la tirer. On voit qu'elle est sur charnière. Après ils disent de nettoyer les surfaces internes de la chambre de combustion et du parcours des fumées en utilisant un goupillon 4 ou d'autres outils adaptés à cette opération. Après il faut éliminer les dépôts accumulés. Au terme des opérations de nettoyage, remontez tous les composants en procédant dans le sens contraire de ce qui a été décrit. Donc on voit que le nettoyage de la chaudière c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Il faut juste avoir les bons goupillons avec le bon diamètre et l'aspirateur. Parce que là ils le disent pas mais après toute la merde il faut l'aspirer. Qu'est-ce qu'il précise de plus dans la documentation? Il est conseillé d'effectuer la maintenance du ballon avec une périodicité annuelle. Donc ça c'est jamais fait. En tout cas là où j'étais c'était jamais fait. Ôtez le couvercle 5 de la chaudière. Donc là on est tout en haut de la chaudière, ok. Videz le ballon en agissant comme indiqué au paragraphe remplissage et vidage des installations. Bon ça c'est classique hein, pour vider l'installation, en tout cas le ballon. Là ils disent de diviser l'anode de magnésium, vérifier l'état et la remplacer si nécessaire. Montez l'anode de façon étanche. Donc on voit que l'anode en magnésium à diviser est ici. Là. Donc à mon avis elle doit être morte hein, sur la machine où je suis intervenu. Donc l'anode au magnésium, ça permet de protéger le ballon de la corrosion, c'est-à-dire que sans ça, le ballon, un jour ou l'autre, il percera. Donc quand l'anode est foutue, il faut la changer et mettre une neuve. Comme ça, c'est elle qui se fait bouffer. C'est ce qu'on appelle une anode sacrificielle. En plus, ça coûte pas cher une anode au magnésium. Par contre, ce qui est cher, c'est le temps qu'il faut pour tout vider, faire le contrôle et tout remplir. Au terme de ces opérations, remontez le tout en procédant dans le sens contraire de ce qui a été décrit en vérifiant bien l'étanchéité hydraulique. Donc là, on a vu ce qu'il fallait faire en entretien sur la chaudière. Donc ça, c'est classique, hein. Sauf qu'il y a des chaudières où, en plus, suivant l'âge, il y a la boîte à fumer, allez regarder. Donc là, il n'y en a pas, on dirait. Et donc après, on passe sur la maintenance du brûleur. Donc maintenant on va voir ce que dit la documentation sur le brûleur. Donc le démontage du brûleur. Donc il faut déconnecter le connecteur multipolaire du brûleur, donc ce que l'on appelle la fiche européenne, en 1 ici. Là. Dévisser l'écrou en 2 et décrocher le brûleur. Donc là il y a un écrou, on le voit et on tire l'ensemble. C'est ce que j'ai fait, parce que sur la photo on voit que j'ai tombé le brûleur. En tout cas sur les photos que l'on a vues au début. Après il faut déconnecter éventuellement les tuyaux de départ autour du combustible du fil. Donc ça c'est des conneries ça. Ça on le fait jamais, hein. C'est pour ça que les flexibles fuel doivent être assez longs pour pouvoir l'enlever facilement. Si on doit déconnecter les tuyaux, ça va être soit pour faire des essais, pour faire une levée de doute sur la qualité du combustible en mettant les tuyaux
dans un jerrycan métal avec du fuel de bonne qualité, ou alors pour changer la pompe fuel. Si elle est morte, là on va être obligé de débrancher les flexibles. Sinon, ça on le débranche jamais. Donc après, très intéressant, on a des vues du brûleur avec des indications. Donc en 1, donc là on est sur la pompe fuel, donc en 1, c'est le retour, raccord de retour. En 2, c'est le raccord d'aspiration. Donc le fuel rentre ici et ça repart ici. Ça, il faut s'en méfier parce que suivant la marque de la pompe, ça peut être l'inverse. Car chaque constructeur, il va de sa sauce. En 10, là je suis toujours sur la pompe fuel, en 10, c'est la prise du vacuomètre. Ok. Là, on voit que en 3, c'est la prise du manomètre. Donc ça, c'est la pression. Donc c'est la pression qu'il y aura sur la ligne du gicleur. Donc en 10, le vacuomètre, donc pour voir si entre la pompe et la Q-Fuel, ça se passe bien. Et donc en 4, c'est le régulateur pression pompe. Donc c'est là où on va régler notre pression de pompe. Donc on voit que c'est une fente, donc il doit falloir un tournevis plat. En 5, on a le bouton de réarmement avec signalisation de sécurité. Donc en 5, le coffret de sécurité qu'il y a ici. En 6, alors ça c'est vrai que sur ce brûleur c'est bizarre. On a un vérin avec volet d'air. En 7, on a la vis blocage volet d'air. En 8, ici en 7 là. En 8, on a la bride avec joint isolant. C'est ici le 8. En 9, on a vis réglage tête de combustion. En 9, donc ça c'est pour régler l'air primaire, l'air secondaire. C'est la fameuse cote Y. Donc c'est ici que ça se fait. Sauf que on mesure pas en millimètres, hein, il faut tourner avec une clé Allen. Plus, moins. Ok. Donc ce petit vérin là, je crois que je l'ai pas pris en photo. C'est-à-dire que quand le brûleur fuel se met en marche, le vérin est actionné donc par le fuel. Et ça ouvre le volet d'air, ce qui fait que quand le brûleur est à l'arrêt, ce volet d'air se ferme. Et donc ça évite une circulation parasite entre l'air de la pièce et le conduit de cheminée. Et donc ça évite de refroidir inutilement la chaudière. Donc si on regarde une photo du brûleur, donc là on voit le brûleur lorsqu'il était monté. Et là on voit là, ça c'est le vérin qui ouvre ici ce volet d'air pour permettre à l'air de passer ici. Quand c'est à l'arrêt, ça se ferme automatiquement. Donc c'est vrai que lorsqu'on le voit ce brûleur, on dirait qu'il a 40 ans. Et sur cette photo on le voit là, le volet d'air, on voit que là le brûleur il a l'arrêt là, parce que là on voit que c'est entièrement fermé. Et là on voit ce petit vérin là, et donc ça obligatoirement, quand je vois un cuivre comme ça, c'est que c'est la pompe fuel. En tout cas, lorsqu'elle tourne, ça doit fournir assez de débit ou de pression pour pouvoir ouvrir cette chose-là. Donc là, un petit zoom sur la partie pompe fuel. Donc là, on voit bien la vis de réglage pour régler la pression. L'électrovanne de la pompe fuel. Donc d'après la doc, ici, c'est le vacuomètre. Et de là-bas, là, ici en 3 là, c'est la prise mano, donc là c'est la pression, ok. Donc la pression se met ici. Ici je mets le mano de pression, ici je mets le vacuomètre, ici je règle ma pression de pompe, et ici j'ai l'électrovanne, ok. Là on peut voir le condensateur du moteur monophasé, et ici la fiche européenne du brûleur. Là on peut voir une vue générale du brûleur, il fait vraiment vue, Et pour accéder au filtre de la pompe fuel, il faut dévisser là les 4 vis, là, et on a accès au filtre. Donc que nous dit la documentation de la chaudière sur le remplacement du gicleur? Donc là on a une vue éclatée là. Donc il faut enlever le brûleur de la chaudière en enlevant l'écrou de fixation à la bride. Donc ça on l'a vu précédemment. Il faut accrocher le brûleur à la bride en 1. Donc c'est ici. Moi je l'ai pas fait ça, j'ai même pas essayé. C'est-à-dire que le brûleur tu peux l'enlever, ok. Et après tu peux, là il y aurait 2 ergots sur la chaudière et tu peux l'accrocher ici là. C'est-à-dire que ton brûleur il traîne pas par terre. Et si on regarde cette photo, on voit clairement qu'ici là il y a les 2 ergots là, ici et ici qui montent dans la documentation. Donc là tu peux poser ton brûleur. Là. Car on voit qu'ici là il y a 2 petites pattes là. On voit que tu peux accrocher ton brûleur grâce à ça. Donc c'est ce que j'ai montré là sur la photo là. Ça reste ça. Donc sur la chaudière et puis sur le brûleur il y a les trucs pour le poser. Donc accrocher le brûleur à la bride 1. Enlever la tête de combustion. Donc c'est le 2. La tête de combustion. Après avoir desserré les vis en 3. Donc c'est vrai que quand on enlève le brûleur on enlève tout l'ensemble. Et après ici là, il y a une vis là on le voit là. On voit que là il y a un trou là. Avec un petit passage là. Et donc ça permet d'enlever la tête de combustion. Après enlever de la ligne porte-gicleur en 4 le groupe électrode, d'accord. Donc les électrodes en 5 et visser le gicleur en 6. Ok, donc là nous ce que l'on veut c'est plutôt enlever le gicleur pour en mettre un 9. Donc ça reste basique sur ce type de petit brûleur. Il n'y a pas 36 solutions pour accéder au gicleur, à l'électrode d'allumage et ici au déflecteur. Et donc en réel qu'est-ce que ça donne? Donc là j'ai enlevé le brûleur, on voit que le déflecteur est dégueulasse. Donc il devait y avoir un souci de combustion sur cette chaudière. Donc là sur le côté ils disent qu'il y a une vis à enlever, on la voit un petit peu là. À dévisser. Une fois que ça c'est enlevé, on peut retirer la tête de combustion.
du brûleur. Donc là on peut voir que j'ai enlevé là, la tête de combustion. On peut voir aussi que en divisant les vis ici et ici, donc je les ai pas entièrement enlevées, hein. Après tu peux retirer l'ensemble. Et là on voit la tige ici là. Donc ça, cette tige là, c'est celle qui sort du brûleur là, celle qu'il faut tourner. C'est d'ici que tu règles la côte Y. Donc l'air primaire et l'air secondaire. Donc on voit que c'est quand même assez simple à enlever. Donc là on peut voir que le déflecteur est dégueulasse, hein. Là à mon avis la combustion doit être pourrie parce que là on voit que c'est bouché là. Donc ça là, cette forme, tout ça, ça permet de bien mélanger l'air et les micro-gouttelettes de fuel pulvérisées par le gicleur, de créer des tourbillons pour que la combustion se fasse de la meilleure manière possible. Bizarrement dans la chaudière il n'y a pas tant de suie que ça, hein, comparé à ce que l'on a pu voir avec la chaudière fuel à condensation dans une des vidéos précédentes où le condenseur était colmaté par la suie. Donc d'ailleurs on peut voir sur cette photo que j'ai nettoyé le déflecteur de la tête de combustion là. Donc là on peut voir ce qu'il disait là, l'électrode d'allumage, le gicleur. Donc là j'ai nettoyé les électrodes d'allumage, donc toile émerie ou laine d'acier, ça dépend ce que l'on a. Et après là, le gicleur il faudrait le changer, je pense que je l'ai pas changé parce que j'en avais pas. Comme j'étais arrivé dans cette boîte là, il me manquait la moitié du matos pour bosser. Et que lorsque l'on partait en intervention, bizarrement, alors que ça c'était un client de l'entreprise depuis plusieurs années, on nous donnait pas les pièces de rechange. Quoi, les consommables. J'ai toujours trouvé ça chelou. Car comme j'ai dit, un gicleur, bon il faut changer chaque année. Et en plus là on fait de l'eau chaude sanitaire, donc le truc il tourne toute l'année. Donc sur la documentation, on nous dit comment régler la pression de la pompe fuel, hein. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Enlever le bouchon du raccord 1 et connecter le manomètre. Ça, c'est pour la pression qu'il y a dans les gicleurs. Tourner la vis 2 pour obtenir la valeur de pression demandée, ok, que la vis est ici. Et faire référence au tableau de la page 28. Donc sur la page 28, quand toutes les opérations de maintenance nécessaires sont terminées, les réglages originaux doivent être remis à l'état initial, voire les valeurs dans les tableaux. Analyser les produits de la combustion pour vérifier le bon fonctionnement du groupe thermique. Donc sur la Raisin A3, en réglage d'usine, donc la position rideau est sur 4. Que la position rideau, c'est ce qui bouge là sur le côté droit du brûleur, l'arrivée d'air, sachant que ça se règle au niveau de son ouverture maximum. Donc là, ils disent que son nom technique chez eux, c'est le rideau. Et c'est actionné donc par le petit vérin. Donc c'est comme ça qu'ils appellent ça, le volet d'air là. Position rideau sur 4. Position de la tête sur 1. Donc il doit y avoir un marquage alors sur la vis de réglage de la tête de combustion. Le gicleur, donc là il conseille de mettre le 0,60 gallons par heure. Angle 80 degrés, donc cône W là. Après il faut voir à quoi ça correspond. De la marque de l'avant. Pression de pompe 11. Donc 11 bars, et donc ça fera un débit combustible de 2,2 kg par heure. Donc d'après ma réglette fuel, donc là on voit qu'il n'y a pas de réchauffeur fuel sur ce brûleur. Donc pour une pression de 11 bars avec un gicleur de 0,6, le brûleur développerait une puissance flamme de 28 kW. Et donc d'après ces têtes de mémoire, marque de l'avant, le W ça correspond à une pulvérisation mixte. Et il y a 4 types de pulvérisation: plein, creux, mixte, demi-creux. Donc dans la documentation, qu'est-ce que l'on apprend de plus sur la maintenance du brûleur? Le réglage de la tête de combustion, le réglage du rideau d'air et le réglage électrode démarrage. Et alors eux ils appellent ça groupe hélice. Trop bizarre comme appellation. Probablement une traduction de l'italien vers le français qui est partie en vrille. Donc réglage tête de combustion. Donc là on a la tête de combustion. D'accord, le marquage est ici, ok. Ça veut dire qu'il faut le pré-régler en enlevant la tête de combustion et après on affine en tournant légèrement la vis. Sachant que je trouve que le mieux c'est les brûleurs où on peut régler la côte Y depuis l'extérieur sans avoir à démonter la tête de combustion. Parce que quand on démonte la tête de combustion, on peut le voir ça sur des très gros brûleurs. Mais bon, quoi, sur des gros brûleurs. Mais bon, c'est chiant à régler. Donc là, ils nous disent tourner la vis de réglage 1 dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse jusqu'à ce que le cran sur l'étrier correspond au plan extérieur du gueulard, qui est en 3 là. Donc les réglages d'usine sont au tableau page 28. Voilà, donc le réglage d'usine, il est ici. Donc là, sur la Raisin A3, c'est 1 cran, position de tête. Donc ok pour le réglage de la tête de combustion. Donc maintenant, on a le réglage du rideau d'air. Donc là, on le voit mieux là. Alors bien sûr, en français, le rideau d'air, ça veut strictement rien dire. C'est une erreur de traduction probablement de l'italien vers le français. Ici, là, c'est le réglage du volet d'air. Faut se méfier des documentations. Pour régler le rideau d'air, enlevez le capot du brûleur. Desserrez les vis 1 et 2. Les vis 1, donc au milieu, et 2. Tournez le rideau
Donc ce qu'ils appellent le rideau, c'est ça là. Avec ces petites fentes là, ça va boucher l'arrivée d'air suivant comment on le tourne. Tournez le rideau en 3 et le positionner sur la valeur souhaitée. Donc par rapport aux valeurs qu'il y a dans le tableau page 28. Et après bloquer les vis 1 et 2. D'accord. Donc après ils n'ont pas dessiné le verre 1. Je me souviens plus comment ça fonctionne ce truc. Et en plus j'ai pas pris de photo. Donc tableau page 28. Position du rideau sur la résine A3. Il faut le mettre sur 4. Tout ça c'est par réglage d'usine au niveau de la mer probablement. Et donc il va nous rester après le réglage du rideau d'air, le réglage électrode démarrage et groupe hélice. Alors je sais pas pourquoi ils appellent ça groupe hélice. Ouais, c'est bizarre. Donc réglage des électrodes. Donc desserrer la vis en 1. Donc ici là, la laine. Et positionner le groupe d'électrodes, donc tout l'ensemble là, en 2, en respectant les mesures du dessin. Donc ce qui est bien, c'est qu'on voit les cotes. Donc là, on voit qu'entre l'électrode d'allumage et l'extrémité du gicleur, il y a 2,5 mm. Alors qu'on avait vu là sur celui-là de la chaudière fuel à condensation, c'était 1 mm qu'il fallait mettre. Et là, entre les deux électrodes, on doit avoir 4 mm. Et pareil, il y a de souvenirs sur celui-là de la chaudière à condensation, on était sur du 2 mm. Donc on remarquera que c'est tout le temps la même chose pour cette puissance donnée, c'est-à-dire aux alentours des 28 kW au niveau des cotes sur les électrodes. Et ici le déflecteur, on va le voir sûrement après. Donc voilà, sachant que le déflecteur bien sûr est dans la tête de combustion. Donc là on règle le déflecteur, donc le réglage de l'air primaire et de l'air secondaire. Là on règle l'amener d'air neuf au brûleur pour sa combustion en réglage usine. Et là on fait donc le réglage d'électrode pour la mise à feu. Donc ça c'est ok. Donc là pour récapituler vite fait, donc lorsqu'on a enlevé la tête de combustion, on accède bien à l'électrode d'allumage et au gicleur. Donc après il y a la vis là qu'il faut divisser pour pouvoir enlever l'ensemble. Quand je dis l'ensemble, c'est l'électrode d'allumage. Donc là, on peut revoir la tête de combustion. Donc à l'intérieur, le déflecteur. Donc ils appellent ça le gueulard. Donc là, on peut bien voir le déflecteur. Donc là, je l'ai nettoyé. Et une fois que tout ça c'est fait, eh bien on peut le remonter. Et puis ici, là, on peut contrôler là ce qu'ils appellent le rideau d'air. Donc bien sûr, on peut contrôler par rapport à ce qu'il y a de réglé actuellement par rapport au réglage usine. Sachant qu'après, il faut faire la mise à feu et faire le smoke, et après le smoke, la combustion. Et donc la question que l'on peut se poser, c'est que on voit pas là les fils qui pendouillent pour l'électrode d'allumage, et on n'a pas vu là où était la cellule photorésistance, celle qui détecte la présence flamme. Donc on va voir maintenant où est planqué le transformateur haute tension et où est cachée la cellule photorésistance. Car là on peut voir donc ici là le coffret de sécurité. Donc dans la documentation, on a un petit passage sur les connexions électriques du brûleur, donc j'y suis. Ici là on a le coffret de sécurité, donc là ils appellent ça appareillage. Pour enlever le coffret de sécurité du brûleur, il faut desserrer la vis en A, donc la vis en A elle est ici sur le côté là. Et il faut l'enlever dans le sens de la flèche, donc ça a l'air de glisser. La cellule photorésistance, d'ailleurs j'en ai pas parlé, je l'ai pas prise en photo, il faut aussi lui passer un petit coup de chiffon. La cellule photorésistance est montée directement sur la boîte de contrôle, au-dessus du transformateur d'allumage sur un support à embrochage rapide. Donc d'accord, donc si tu veux accéder à la cellule, il faut que tu sortes le coffret de sécurité et on la voit, elle est ici, elle est au bout là. La cellule est au bout du coffret de sécurité, c'est original. Et là on voit ici là le transformateur d'allumage, donc d'accord, ça se raccorde directement comme ça. On voit qu'il n'y a pas de câble là, haute tension, qui pendouille dans le brûleur comme l'on voit d'habitude sur un brûleur. Donc là on a un petit schéma de principe, on voit que c'est le bornier de la boîte de contrôle, donc c'est le 530 SE Astérix. Il n'y a rien sur l'Astérix sur la page. Donc là c'est un schéma de principe, parce qu'on voit que sur les fiches en peine ils ont raccordé T1, T2 là. Sur le thermostat donc de réglage, thermostat de régulation, on dirait plutôt thermostat limiteur. Mais bon, on a vu sur le schéma de la chaudière que c'est pas comme ça en réel. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est que en 1 et en 2 sur le coffret de sécurité, on a l'électrovanne fuel. Qu'en 6 et en 7, on a le moteur monophasé et qu'ici, là, on a le condensateur. Voilà, et qu'on l'alimente ici, là, phase neutre. Quand je dis phase neutre, c'est le retour de T2 pour alimenter le coffret de sécurité. Donc, ok. Donc ça, c'est basique. Donc là, on a le diagramme de phase, la séquence de démarrage du brûleur. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce que l'on voit là? Donc programme de fonctionnement normal, donc il faut que le thermostat soit en demande, c'est-à-dire que la consigne n'est pas atteinte. Donc si c'est en demande, le moteur tourne directement, on le voit c'est tout noir, le moteur passe à 1, donc en gros c'est blanc ici, là. Ici c'est, si je zoome là, ici là c'est 0, là c'est 1, là c'est arrêt, là c'est marche, j'ai envie de dire ça comme ça. Voilà, on change de niveau là, donc 0 comme ça, 1 en haut, donc là après eux ils ont colorié le trait, donc quand c'est blanc c'est éteint, c'est à 0, quand c'est noir c'est à 1, c'est allumé. Donc là, dès que le thermostat est en demande, le moteur tourne direct. Donc là, le transformateur d'allumage, la vanne, la flamme et la mise en sécurité, il n'y a rien.
on voit qu'il y a une préventilation de 12 secondes. Au bout de 12 secondes, le transformateur d'allumage s'allume. L'électrovanne fuel s'ouvre et là, en principe, tout de suite, le fuel pulvérisé doit s'enflammer. Et on voit que, bon, c'est pas précisé, mais au bout de quelques secondes, le transformateur d'allumage s'éteint et après, l'électrovanne fuel reste constamment ouverte et la flamme, bien sûr, est constamment présente parce que ça, là, c'est détecté par la cellule photorésistance. Donc là, on a un blocage pour non-démarrage. Donc imaginons, il y a un défaut flamme à la mise à feu. Donc le thermostat en demande, ok, le moteur démarre direct. Au bout de 12 secondes de préventilation, le transformateur d'allumage, transformateur en tension est alimenté. L'électrovanne est alimentée et on voit qu'au bout de 5 secondes, donc ça veut dire que pendant 5 secondes, tu balances du fuel dans la chaudière. Et bien, s'il n'y a pas de flamme ici, là, si la flamme n'est pas détectée par la cellule photorésistance, le brûleur se met en défaut sécurité. Et donc, le défaut sécurité est permanent jusqu'à ce que l'on appuie là, ici, là, sur le bouton là, de réarmement. Donc, on voit que la séquence de mise à feu d'un brûleur fuel, une allure sans réchauffeur fuel est vraiment basique. Mais on voit qu'à chaque mise à feu, tu libères pendant 5 secondes du fuel dans la chaudière. Donc, quand tu fais 2, 3, 4, 5 mises à feu, à un moment donné, il va falloir se poser des questions. Et je rappelle que si la chaudière, le corps de la chaudière est très chaud, plus de 50 degrés, le fuel peut vaporiser dans la chaudière, ça peut être extrêmement dangereux, la chaudière peut exploser si on fait trop de mise à feu. C'est pour ça qu'il y a une préventilation de 12 secondes. Mais voilà, il faut faire extrêmement attention à ça. Avec le fuel, quand les parois de la chaudière sont chaudes. Encore quand il est froid, ça va. Mais quand c'est chaud, c'est un peu comme le gaz, il faut se méfier. Quand je dis qu'il faut se méfier, il faut se méfier fortement de ce genre de choses. Donc là, on nous dit que si la flamme ne s'allume pas avant le temps de sécurité 5 secondes, l'appareillage du brûleur fait un arrêt de blocage qui est signalé par le bouton voyant rouge en 1, qui est ici, là. Pour remettre les conditions de fonctionnement normal à l'état initial, appuyez sur le bouton voyant 1. Donc là, c'était particulier sur cette vidéo, et bien au bout de 2, 3, allez, 4 mises à feu maximum, après il faut appeler un technicien de maintenance dans les équipements thermiques spécialisé sur les brûleurs fuel. Si un mec qui fait que du gaz vient là-dessus, il n'y arrivera pas parce que déjà, le pauvre, il n'aura pas les outils pour faire le taf, sauf si c'est une panne électrique. Donc à noter que sur le diagramme de phase, fonctionnement du coffret de sécurité, ils n'ont pas mis qu'il y a un contrôle par la cellule photorésistance, qu'il n'y ait pas de lumière ou de flamme déjà présente dans le foyer. En principe, dans la séquence, ça commence par ça. S'il y a une lumière, donc une flamme qui est déjà présente dans le foyer, le coffret de sécurité se met directement au défaut, c'est-à-dire qu'il faut que dans le foyer, il n'y ait pas de lumière, pas de flamme, il faut qu'il fasse noir, sinon ça marche pas. Le coffret de sécurité se met en défaut. Ça, ils l'ont pas mis dans le diagramme de phase que l'on peut voir. Puis aussi, c'est une sécurité, si par exemple la porte du foyer est ouverte et que le brûleur se mettrait, j'ai envie de dire, accidentellement en marche parce que la fiche européenne n'a pas été débranchée, donc là la cellule va détecter de la lumière et théoriquement la mise à feu devrait être refusée et le coffret de sécurité devrait se mettre en défaut. Donc voilà pour cette partie-là de la documentation sur la maintenance du brûleur préconisée par le fabricant. Donc à noter qu'il existe en plus de la documentation chaudière une documentation spécifique au brûleur Riello. Ces documentations se trouvent sur internet. Donc là ce qui va être intéressant de voir c'est ce que préconise le fabricant au niveau donc des pré-réglages d'usine, bon qu'on l'a déjà vu précédemment, mais surtout le réglage de la combustion théorique. Donc réglage de la combustion, donc conformément à la norme EN 267 sur les indications du manuel de la chaudière pour monter le brûleur, effectuer le réglage et laisser contrôler la concentration de CO et CO2 dans les fumées, leur température et celle moyenne de l'eau de la chaudière. Suivant la puissance de la chaudière, on doit définir le gicleur, la pression de la pompe, le réglage de la tête de combustion, le réglage du volet d'air sur la base du tableau ci-dessous. Donc j'ai pas pris de photo du gicleur, en tout cas on voit pas sa puissance. Donc là si on suit la documentation, il faut un gicleur de 0,60, 60 degrés, 12 bars. Donc là ils ont réglé la pression de pompe à 12 bars. Tout à l'heure on avait vu 11 bars il me semble. Donc un débit de 2,4 kg/h. Réglage de la tête de combustion, il faut le mettre sur 1. Le réglage du volet d'air, donc là ils emploient bien le terme volet d'air, 3,8. Donc au niveau des gicleurs conseillés, donc deux marques, donc Monarch type R-NS, donc ça c'est des cônes, hein. Soit de l'avant type WAE, Tenen type HQ, Denfos type HP. Donc ça après ça dépend de, c'est un brûleur qui peut être adapté sur plusieurs types de chaudières, donc ça dépend après de la longueur du foyer et de la hauteur du foyer. Plus le foyer sera long, plus on mettra un cône et un angle, j'ai envie de dire spécifique. Mais en principe sur les petits brûleurs c'est des cônes pleins.
Mais bon, il faut toujours suivre les prescriptions du constructeur. Donc là, on a un chapitre sur position d'entretien, donc ça, non. En tout cas, c'est plus détaillé sur la documentation du brûleur que sur la documentation de la chaudière au niveau de l'entretien du brûleur. Donc le positionnement des électrodes, donc avant de démonter ou monter le gicleur, desserrer la vis A et avancer les électrodes. Donc la vis A elle est là, on peut avancer les électrodes, donc au niveau des côtes, donc 2 mm entre l'extrémité du gicleur et l'électrode d'allumage. Entre les deux électrodes, on est sur 4 mm. Voilà. Et pour le réglage de la tête de combustion, il est fait au moment du montage du gicleur avec gueulard démonté. Donc le gueulard, c'est ça, c'est cette pièce-là. Il dépend du débit du brûleur et on l'obtient en tournant la tige de réglage jusqu'à ce que le plan terminal du gueulard concorde avec l'encoche indiquée dans le tableau. Donc voilà, la tige de réglage elle est là. Et puis ça, on a le petit réglé là, ou le vernier, comme ça que ça s'appelle, il me semble. Donc là, il faut le mettre, tête de combustion, il faut le mettre sur 1. Donc là, il faut le mettre sur 1 ici. Ça, il faut le bouger, et ça doit être ça le repère. Voilà, c'est ça, jusqu'à ce que le plan terminal du gueulard concorde avec l'encoche. Donc le plan terminal, c'est ici, là, d'accord, avec l'encoche indiquée dans le tableau. Donc ça, il faut le descendre jusqu'à le 1, quoi. Ok, dans le dessin de figure 14, donc ici, la tête est réglée pour un débit de 0,65 gallons US à 12 bars. L'obturateur est en effet dans la position 3. Donc ouais, c'est ça. Donc là, on est sur le 3, c'est dans l'axe là. D'accord. Donc là, ce petit exemple-là, comme ça, bien expliqué, on ne l'avait pas dans la documentation de la chaudière. Les réglages de la tête de combustion indiqués dans le tableau sont valables dans la majorité des cas. L'adaptation du débit du ventilateur à l'installation n'est faite normalement que par le volet d'air. Dans le cas où il serait nécessaire de retoucher, donc les pré-réglages, j'ai envie de dire usine, brûleur fonctionnant, aussi le réglage de la tête de combustion, agir sur la tige 1. La tige 1, ok, donc ça c'est qui sort du brûleur là, au moyen d'une clé Allen de 6 mm de la façon suivante, voit la figure 15. Donc ça c'est pour peaufiner le réglage de la tête de combustion. Donc là on voit que ça serait sur le côté, là il y aurait le coffret. Donc j'ai l'impression qu'il faut sortir le coffret de sécurité. Donc si je regarde mes photos, bah là on voit rien de particulier, là c'est vrai que j'ai pas le bon angle. Là c'est pareil, je vois rien de particulier. Et donc sur cette photo on voit qu'il ouais, y a des flèches là. Donc ça doit se faire de ce côté là, mais là j'ai pas pris de photo lorsque j'ai enlevé le coffret de sécurité avec le transformateur qui est à l'intérieur. Parce que là si je zoome on voit comment c'est foutu, hein. On voit sur le côté là il y a le moins, le plus, et tu tournes ça pour faire de l'affinage. Donc qu'est-ce qu'ils disent ici là? Tourner vers la droite, donc c'est le signe plus. Donc plus de quoi? Pour augmenter la quantité d'air introduit, donc plus d'air dans la chambre de combustion et réduire la pression à la tête. Donc si tu mets plus d'air, ça réduit la pression à la tête de combustion. La quantité de CO2 baisse parce qu'on amène plus d'air et l'accrochage de la flamme s'améliore. Réglage indiqué pour des allumages à basse température. Et si on tourne vers la gauche, donc si ici c'est plus d'air, ici c'est moins d'air, pour réduire la quantité d'air introduit dans la chambre de combustion et augmenter la pression à la tête. Si on augmente la pression à la tête, la quantité de CO2 s'améliore, comme il y a moins d'air, moins d'oxygène, la combustion, le CO2 augmente, et l'accrochage de la flamme se réduit. À noter qu'en combustion stoichiométrique, la combustion du CO2, la combustion sur du fuel est au maximum de 15,4% de CO2. Ça, c'est le maximum. Ça, c'est de la chimie. C'est pour ça qu'on règle aux alentours de 12,5% de CO2. Donc, la quantité de CO2 s'améliore et l'accrochage de la flamme se réduit. Réglage déconseillé pour des allumages à basse température. Donc ça veut dire qu'on peut rater des mises à feu, ça. En tout cas, le réglage de la tête de combustion ne doit pas s'écarter de plus d'une encoche de la valeur indiquée dans le tableau. Donc là, au moins, c'est clair. C'est-à-dire, si tu dois mettre 3, bah, c'est soit 4 ou 2, mais voilà, quoi. Il n'ira pas plus haut ou plus bas. Chaque encoche correspond à 3 tours de la tige. Donc ça, c'est bien qu'il le précise. Si tu fais 3 tours de la tige, tu bouges d'une encoche. Donc si tu fais 3 tours de la tige, une encoche, c'est ça. Donc tu passes de 3 à 2 ou de 3 à 4, même si on le voit pas là. Donc sur le volet d'air, qu'est-ce qu'ils disent? Le volet d'air mobile 1, qui est ici, là, commandé par le vérin 2, c'est lui qui l'ouvre, donne l'ouverture complète de la boîte d'aspiration de l'air. Ok. La régulation du débit se fait par le volet fixe 3. Le volet fixe 3 qui se règle. Après avoir desserré les vis 4. Donc ici et ici, ça on l'avait vu. Une fois obtenue la régulation optimale, bloquer le volet d'air par les vis 4. Il faut les visser complètement pour assurer le libre mouvement du volet mobile en 1. D'accord. Les réglages reproduits dans le tableau se réfèrent aux brûleurs avec capot monté et dépression 0. Ils sont purement indicatifs. Chaque installation a des conditions de fonctionnement propres qu'on ne peut pas prévoir. Débit effectif du gicleur, pression ou dépression dans la chambre de combustion, excès d'air nécessaire, etc. Toutes ces conditions peuvent exiger un réglage divers du volet d'air. Il est important de tenir compte que l'air soufflé par le ventilateur diffère selon que le capot est monté ou non sur le brûleur. Il faut donc procéder comme suit. Régler le volet d'air comme indiqué dans le tableau, donc ça c'est les pré-réglages.
monter le capot en vissant pour simplicité seulement la vis supérieure, contrôler l'indice de noircissement, donc là c'est le smoke test, donc c'est pour ça c'est bien d'en avoir un électronique parce que tu peux y passer un temps monstrueux avec cette pompe là, à pomper, à faire des réglages, c'est long en plus. S'il est nécessaire, varier le débit d'air, desserrer la vis du capot, enlever ce dernier, agir sur le volet d'air, remonter le capot et alors recontrôler l'indice de noircissement. Et même j'ai envie de dire, une mètre de combustion avec les bonnes protections, tu fais le réglage du CO et du CO2 directement car comme je l'ai dit, quand il y a de la suie, ça veut dire que on a du CO. Pression pompe 12 bars, la pompe sort de l'usine calibrée à cette valeur. 14 bars améliore l'accrochage de la flamme, indiqué pour allumage à basse température. Ouais, parce qu'à 14 bars, les gouttelettes sont encore plus fines. Et sur ce boiler là, il n'y a pas de préchauffage fuel, donc s'il fait froid, c'est-à-dire si la cuve est à l'extérieur et qu'il fait très froid à l'extérieur, donc il gèle, hein, il peut y avoir besoin de ça. Sachant qu'en plus avec le fuel, s'il fait très très froid, et si le fuel n'a pas les bons additifs, le fuel peut changer d'état, donc sa viscosité va très fortement augmenter, et il va y avoir des cristaux de paraffine qui vont se créer, et puis alors là, c'est fini, ça ne marchera plus, car le fuel ne pourra plus circuler. Donc là on a vu le programme de mise en marche, c'est le même, hein. 12 secondes préventilation et pendant 5 secondes l'électrovanne sourd. S'il n'y a pas de flamme, défaut, ça se met en sécurité. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Réglage pour éviter le décrochage de la flamme au démarrage du brûleur. Parce que si la flamme se décroche, eh bien, il y aura un défaut flamme, la flamme va s'éteindre. Ou alors ça peut faire des bruits de tamponnage dans la chaudière, ça peut être même violent ces trucs-là. Cet inconvénient est possible quand la température du fuel domestique descend au-dessous de 8 degrés Celsius. Encore en position correcte des électrodes, donc ça il faut contrôler sur les préréglages. Le gicleur, angle de pulvérisation, choisir type de cône de pulvérisation creux ou demi-creux. C'est-à-dire que là il parle plus du plein, ça peut aider. Par exemple un de l'avant type A-E, donc A ou E, un Stenen type H, un Denfos type H. Souvent avec le Denfos on voit le type S, donc le plein. Réglage de la pompe. La pompe sort d'usine réglée à une pression de 12 bars. Quand la température du fuel domestique descend au-dessous de 8 degrés Celsius, augmenter la pression à 14 bars. Donc comme quoi, hein, sur les petits brûleurs, le réchauffeur fuel, ça peut être bien pratique, hein, suivant l'endroit où on habite. Réglage de tête de combustion. Régler la tête sur un repère plus en avant de celui prévu dans la notice technique. Dans la notice technique, il est prévu de régler la tête sur le repère 2. Le réglage, au contraire, doit être fait sur le repère 3. Réglage du volet d'air, régler le volet d'air de façon à avoir un indice de noircissement non inférieur à 1. C'est le but, hein, c'est toujours avoir un smoke test en dessous de 1, donc 0, hein, j'ai envie de dire. C'est-à-dire une combustion avec le minimum d'excès d'air. Je dirais pas ça, je dirais surtout que une combustion qui produit pas de suie. Car si, quoi qu'on peut dire ça aussi, hein, le but c'est d'avoir le minimum d'excès d'air pour avoir le CO2 le plus élevé possible pour éviter de trop chauffer les petits oiseaux. Mais moins on a d'excès d'air dans la combustion et plus on risque de faire énormément de suie et donc du CO. Voilà. Donc ça c'est intéressant, hein. Donc tout ça c'est des informations intéressantes qui sont apportées par l'autre documentation, c'est-à-dire la documentation spécifique au brûleur. Alors voilà pour ce petit retour d'expérience de cette intervention sur un entretien de chaudière fuel avec les quelques photos que j'ai prises pendant cette intervention là. Je vais rajouter que comme on a pu le voir dans la vidéo, c'est un brûleur fuel qui n'a pas de réchauffeur sur la ligne gicleur. Donc ces petits brûleurs, il faut s'en méfier comme de la peste en dépannage l'hiver parce que si la queue fuel est dehors, le fuel sera à la température ambiante et si on arrive à un moment d'hiver, par exemple en janvier-février où il y a une très forte chute de température, les mises à feu ne seront plus possibles. Ça peut arriver. Donc toi, en dépannage, tu cherches comme un con et en réalité, le problème vient que la viscosité du fuel est trop élevée. Donc les gouttelettes, je sais pas, sont peut-être trop grosses. Je sais pas ce qui se passe, mais tu vois que le fuel est pulvérisé, tu mets une flamme dessus et le fuel ne s'enflamme pas. À voir, c'est assez particulier. Donc c'est pour ça qu'après ils disent le seul moyen de se sortir de ce problème-là, c'est de monter la pression jusqu'à 14 bars pour essayer de faire des gouttelettes plus fines encore. Voilà, donc ça c'est vrai que les brûleurs sans réchauffeur fuel, l'hiver quand il fait froid, quand tu interviens dessus en dépannage parce que les mises à feu ne se font plus, il faut penser à ça. Donc après il y a la solution de prendre un jerrycan de fuel et mettre du fuel dedans, ce qui fait que le fuel sera réchauffé par l'ambiance de la maison. Mais bon, ça peut être un vrai bordel ça. Après s'il fait jamais trop froid, ça passe. Donc voilà ce que je voulais rajouter, donc à bientôt pour une prochaine vidéo.